GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola. Ouvre-toi du bonheur et les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. Ici Marie-Christine Pinochet. Bienvenue à ce nouvel épisode de GénérationSoccer.tv. Jean-Marc Guilloux est une immense légende chez les formateurs de joueurs de soccer. L'ex-star du foot français était récemment de passage à Montréal pour étudier le projet de développer un nouveau centre de formation comme celui qui a vu naître les mégastars du foot, Yaya Touré et Gervinho. Karim Benhamer l'a rencontré. Le segment Sur la route vous est présenté par Coca-Cola. Jean-Marc Guilloux est une légende vivante en France. Il a été l'un des premiers joueurs de sa génération à s'exprimer avec autant d'aisance technique. Mais l'ex-grand meneur de jeu n'était pas ici pour nous parler de son football. Jean-Marc Guilloux possède des académies qui sont reconnues mondialement pour développer des joueurs de très haut niveau. Son objectif, en collaboration avec Soccer11.ca, est de voir s'il est possible de former des bons joueurs au Québec tout en démontrant comment fonctionnent ces académies. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un très grand homme de football, Jean-Marc Guilloux. Tout d'abord, bienvenue à Montréal. Merci, bienvenue, merci. Qu'est-ce qui vous amène ici? Un projet nouveau qui consiste à peut-être faire une académie telle qu'on en a fait déjà dans plusieurs pays. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire compte tenu de la situation actuelle des jeunes émigrés qui viennent, il y a beaucoup d'émigrés qui viennent d'Afrique. Parmi eux des joueurs de talent qui malheureusement n'ont pas les capacités financières, ou leurs parents n'ont pas les capacités financières de faire du foot, parce que le foot ici est géré d'une manière un peu différente de l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a une fédération qui demande de l'argent, des clubs qui demandent de l'argent, et donc c'est devenu un luxe de pouvoir jouer au foot. De faire une ligue où par exemple les jeunes peuvent jouer gratuitement me paraît être un projet très sympa qui peut être appuyé par l'académie, avec une académie qui va justement prendre les meilleurs d'entre eux pour essayer d'en faire des joueurs ayant une perspective professionnelle plus affirmée. Le technicien formateur utilise des méthodes qui sont bien originales et uniques dans ces académies. Beaucoup de gens me demandent aussi pourquoi vous jouez pieds nus plutôt qu'avec des chaussures. Tout simplement parce que je me suis aperçu très rapidement que les équipes qui jouaient pieds nus jouaient beaucoup plus facilement que les autres, allaient plus vite que les autres. Et quand on faisait des oppositions pour une équipe et pas de chaussures pour d'autres, c'est toujours celle qui n'avait pas de chaussures qui gagnait, quelle que soit la composition d'équipe. Donc je me suis dit finalement s'entraîner pieds nus c'est peut-être plus efficace. Et effectivement c'est plus efficace. Olivier Rousset, le directeur de l'académie JMG de Belgique, a quant à lui constaté qu'il y a bien du talent au Québec. Oui, ici à Montréal on a vu des joueurs de talent. Comme je vous disais tout à l'heure, les meilleurs joueurs sortent de la rue. Et en parcourant un peu tous les quartiers, avec l'immigration latino et africaine qu'il y a à Montréal, on a vu beaucoup de joueurs de talent. On a vu aussi des petits Québécois de souche. Il y a quoi faire. Maintenant, il faut mettre des structures en place pour former les jeunes ici. Mais personnellement, j'étais étonné par le fait qu'il y ait beaucoup de football dans la rue ici. Bon, je sais que c'est l'été et qu'il fait bon, mais il y a beaucoup de joueurs. Nous avons demandé à Olivier si les joueurs détectés vont automatiquement s'envoler pour la Belgique. C'est pas de ramener des joueurs québécois en Belgique pour les former. Si JMG doit s'investir dans la formation de jeunes joueurs québécois, ça serait venir au Québec pour former des jeunes et que les jeunes bénéficient de la même formation et de la même qualité de formation qu'ils peuvent avoir en Belgique. Bon, chez JMG, il y a la Belgique, il y a l'Algérie, il y a l'Égypte, il y a le Mali, il y a le Vietnam, donc le Ghana. Donc il y a beaucoup d'académies, donc pourquoi ne pas faire la même chose ici, hein. Il y a la qualité pour, il y a les structures pour, donc pourquoi pas. Olivier Rousset nous dit qui sont les grands joueurs qui sont passés par l'académie JMG. C'est les Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho, Zokora, Bakikone, moi j'en oublie hein, parce qu'il y a eu au moins 25 professionnels je pense, dont des joueurs qui ont joué dans les grands clubs européens. Dans les clubs professionnels, là il y a Jason Denayer qui est à Manchester City, qui sort de l'académie de Belgique, il y a Rami Bensebaini qui sort de l'académie d'Algérie qui est à Montpellier. Il y a Amari Traoré qui sort de l'académie du Mali qui est au Stade de Reims. Donc il y en a beaucoup qui arrivent d'ici 2-3 ans. Il y aura, je pense, entre 15 et 20 joueurs qui joueront dans les bons clubs européens en première division. Un joueur qui rentre en formation chez JMG va finir sa formation. En fait, s'il rentre à 12 ans, il ne va pas être lâché avant 18, 19 ou 20 ans. Contrairement au centre de formation en Europe,
où le gamin peut rentrer et se faire virer au bout d'1 ou 2 ans parce qu'il ne donne pas satisfaction. Parce qu'un enfant à 12 ans, 13 ans, 14 ans, il faut lui laisser le temps. Il y a des joueurs qui sont en avance sur le plan morphologique, d'autres en retard. Ils peuvent avoir des blessures, donc il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans la formation. Donc la philosophie, c'est ça aussi. On fait ce qu'on aime, on sait pourquoi on vient et on connaît le but. Alors moi je suis prêt à tout faire pour devenir footballeur professionnel, c'est mon rêve et je sais pourquoi je suis là. Comment les joueurs de chez nous perçoivent-ils les joueurs de l'académie JMG? Je trouve qu'ils sont très talentueux techniquement. Ils jouent un jeu très simple à une touche de balle et ils évitent les contacts physiques, ce qui leur permet d'avancer très rapidement vers le but. C'est du beau jeu, ça joue très bien et c'est beau à voir jouer et ils s'amusent, ils ont l'air de s'amuser sur le terrain. Revenons à notre invité de marque. Nous lui avons demandé s'il avait des regrets quant à sa carrière. Donc on a parlé grandement, on le sait, de la sélection ivoirienne, la génération dorée. Vous avez recruté puis formé beaucoup de ces joueurs qui composent en grande partie l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez des regrets de n'avoir jamais été sélectionneur de l'équipe nationale A? Oui, c'est vrai. J'ai ce regret, d'autant que je l'ai proposé. Je trouvais que c'était une belle chose que l'entraîneur qui avait formé 60 ou 70% des joueurs puisse être l'entraîneur qui les mène dans une compétition en Coupe du Monde. Et puis ils ont refusé parce que j'ai été trop critique à leur endroit pour qu'ils acceptent. J'aimerais en savoir plus sur votre relation avec Arsène Wenger. C'est une relation amicale. Bon, c'est un ami qui tient toutes ses promesses. Et moi, vis-à-vis de lui, j'essaye de faire la même chose. Ce fut réellement intéressant et enrichissant. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume. Merci à vous de m'avoir écouté. Les académies JMG ont fait leurs preuves dans plusieurs régions du monde. Voyons maintenant si l'organisation sera capable de s'installer au Québec. Le conseil Santé Soccer de la semaine vous est présenté par Kinatex Sport Physio. Cette semaine, nous demandons à Stéphane Lamy, le coordonnateur de l'équipe médicale de l'Impact de Montréal, comment atténuer une crampe musculaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est exactement ce qu'on fait, ce qu'on va faire sur le terrain d'habitude. La plupart du temps, c'est un coéquipier qui s'en vient puis qui nous étire la jambe. Si c'est les quadriceps, évidemment, on va étirer dans l'autre sens, c'est-à-dire d'aller amener le talon vers la fesse, tandis que pour les ischio-jambiers, on va tout simplement allonger la jambe vers le haut. Les mollets, on va tout simplement les étirer en allant faire un étirement, ce qu'on appelle l'étirement du coureur, là, où on va aller se pencher vers l'avant en gardant le talon au sol ou en ramenant les orteils vers soi. Donc, la chose à faire, c'est qu'on étire le muscle un petit peu, on voit si on est capable de réduire cette contraction musculaire. Ce qu'il faut garder en tête, par contre, c'est qu'une fois que cette contraction-là s'est installée, le muscle est fatigué et il est un petit peu plus fragile. Ce qui veut dire que si on décide de jouer sur une crampe musculaire, on a un petit peu plus de potentiel de se retrouver avec une déchirure ou un étirement musculaire parce que le muscle, il est contracté et même si on ne le sent pas aussi contracté, il reste quand même plus fragile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, la plupart du temps, les joueurs professionnels, quand ils en arrivent là, demandent à être substitués. Rudy Deliscate est un personnage connu par tous les acteurs du soccer québécois. Après la pause, Goran Bratic s'entretient avec lui. Rudy Deliscate est un personnage connu par tous les acteurs du soccer québécois. Souvent critiqué pour son franc-parler et ses décisions sans appel, le responsable du développement du Centre national a accepté de rencontrer l'équipe de GSTV. Rudy Deliscate est un grand pilier du développement du soccer québécois et il ne laisse personne indifférent. Que ça plaise ou pas, Rudy dit vraiment ce qu'il pense. Nous rencontrons celui qui porte les chapeaux d'anciens joueurs pro et de responsables techniques à la Fédération de soccer. Alors, Rudy, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? C'est un camp de développement et d'identification de la Fédération de soccer du Québec. Donc, c'est une occasion pour des jeunes de 14 et 15 ans qui n'ont pas été identifiés lorsqu'ils étaient en sélection régionale ou un petit peu plus tard en Ligue élite, de venir se présenter et de voir si eux, éventuellement, peuvent intégrer une équipe du Québec ou le Centre national.
Rudy, tu t'es beaucoup impliqué dans le développement des jeunes ici. Il y a cette fameuse maxime qui dit que le talent n'est pas tout. Est-ce que c'est possible, justement, qu'on passe par-dessus certains jeunes de très grands talents, on ne les détecte pas, justement? Je le pense, oui, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de structures de très haut niveau pour identifier tout le monde. Il y a des joueurs qui, à 15, 16, 17 ans, vont déjà arrêter ou passer à autre chose parce qu'ils ne sont tout simplement pas bien pris en main dans leur club. Donc, ça fait des jeunes qui ont peut-être le potentiel, mais qu'on ne verra jamais à un très haut niveau. Celui qui est au cœur du développement de l'élite québécoise nous dit ce qu'il pense des performances de l'équipe canadienne au mondial de la FIFA de 2015. Je considère qu'une équipe qui est en résidence pendant 3 ans, on aurait dû voir beaucoup plus de fluidité dans le jeu. Perdre contre l'Angleterre une fois arrivé en quart de finale, pour moi, c'est un échec du programme. L'équipe avait largement la qualité nécessaire pour aller au-delà des quarts de finale. Dans le milieu du soccer québécois, Rudy Doliscat a souvent été critiqué pour le type de joueur qu'il choisit afin de former les équipes provinciales du Québec. Rudy, en tant qu'entraîneur aux équipes du Québec, par le passé, on te reprochait par moments de favoriser les joueurs robustes, physiques, au détriment des joueurs petits et techniques. Qu'est-ce que tu répondrais à ces critiques? Je trouve ça surprenant parce que j'ai jamais pensé que c'était le cas en équipe du Québec, même que il me semble que dès mon entrée, le plan que j'ai eu en tête, c'était de nous voir beaucoup plus techniques et que la réponse à nos problèmes lorsqu'on rencontrait l'Ontario ou la Colombie-Britannique, qui étaient notamment plus grands que nous, c'était de mieux jouer au ballon. Quand l'Impact de Montréal avait ouvert son académie, cela avait créé de nombreux conflits avec le Centre national. Des conflits qui semblent encore laisser quelques traces aujourd'hui si on regarde bien l'expression faciale de notre invité au début de la prochaine question. Rudy, avec l'ouverture de l'Académie de l'Impact, le Centre national a pris un coup, a perdu certains joueurs au cours des dernières années. Ça a venu un peu brasser également votre manière de travailler. Pourquoi être resté ici? Qu'est-ce qui te plaît vraiment au Centre national? Une certaine indépendance dans les choix, dans notre façon de faire les choses. Je suis peut-être pas à 100% vendu dans ce qu'ils font là-bas, mais ce que je fais ici, je sais à quoi ça sert et je sais pourquoi je le fais. On crie peut-être pas aussi fort que l'Académie, on fait peut-être pas autant de bruit pour annoncer ce qu'on fait, mais si aujourd'hui on regarde tous les joueurs de l'Académie qui sont passés pro, sont quasiment tous passés par les équipes du Québec et le Centre national. Je sais par où ils sont passés. J'ai les dossiers de tous ces jeunes-là ici. Un entraîneur doit avoir une main ferme, justement, et bien diriger son groupe. Tu répondrais quoi aux personnes qui disent qu'au contraire, tu es peut-être un petit peu trop ferme et tu ne laisses pas de place au questionnement, disons? Je pense que le haut niveau exige une certaine rigueur, mais quand on parle d'expression sur le terrain, c'est pas moi qui va empêcher un joueur de dribbler ou qui va suggérer à un joueur de pas frapper parce que je pense qu'il y avait un mauvais choix. Mais il doit être prêt à assumer ses choix. Rudy, on aimerait te parler au début de ta carrière de joueur. Quel est le plus beau souvenir que tu retiens de cette carrière? Déjà, d'avoir fait carrière, c'est spécial. Pouvoir jouer pour l'équipe de sa ville, c'est quand même quelque chose. Le match contre le Brésil à Edmonton en 90, ou je ne me rappelle plus de l'année. Et ces événements-là, des matchs particuliers. Plusieurs de tes joueuses, anciennes joueuses, quand elles parlent de toi, n'ont que des compliments, disent que tu les as énormément aidées. Comment on se sent quand on reçoit de telles fleurs? Ici, aujourd'hui, les commentaires qui reviennent sont positifs. Je considère que j'ai bien fait mon boulot, puis ça me fait chaud au cœur de savoir qu'on peut dire des bonnes choses d'eux. Hein? Alors, merci beaucoup, Rudy Doliscat, et la meilleure des chances pour le reste de l'année. Merci beaucoup. Rudy Doliscat, un acteur de premier plan et un immense pilier pour le développement de l'élite de notre soccer québécois. Après la pause, une jeune espoir au grand talent, Jessica De Filippo. Jessica De Filippo n'a que 15 ans. Si cette jeune attaquante de Lakeshore continue dans la même direction, on risque de la voir très bientôt avec la sélection nationale féminine des U17. Cette semaine, nous vous présentons Jessica De Filippo. Nous nous intéressons à Jessie depuis un bon moment déjà, car quand on parle d'une jeune attaquante talentueuse et vraiment déterminée, elle en est un parfait exemple. Jessica, tu es une vraie numéro 9. Tu aimes marquer des buts. Qu'est-ce qui, selon toi, fait les vraies qualités d'une bonne marqueur?
La vitesse, ça aide beaucoup. Puis il faut connaître tes joueurs, la défense. Il faut tourner quand tu peux. Puis il faut jouer avec tes coéquipiers. À cette position, comme attaquante de poing, c'est important que tes 2 pieds soient excellents. Comment va ton pied gauche? C'est un peu faible. J'essaie tous les jours de l'améliorer. Ça prend du travail avec le club aussi. Il faut juste continuer à travailler sur mon pied gauche. Quels sont les exercices concrets que tu peux faire pour améliorer ta précision et ta force avec ton pied gauche? Quand on fait les pratiques au CNHP pour les tirs au but, il faut vraiment juste pratiquer ton pied gauche. Puis avec les passes aussi, la précision. Nous avons connu Jessie en 2013 pendant la Coupe Danone des Nations en Angleterre. À seulement 12 ans, elle commençait déjà à se faire remarquer pour ses qualités offensives. On nous a parlé de ton expérience à la Coupe Danone des Nations. Tu as joué avec les gars. Tu es une fille qui est très agressive. Est-ce que tu aimes mieux jouer avec les filles ou avec les garçons? C'est vraiment un jeu différent avec les gars. C'est plus vite. Il faut passer plus vite. La technique est vraiment plus améliorée. Puis les filles, c'est vraiment avec des passes, des belles passes. Puis c'est vraiment un jeu différent. J'aime les deux. Tu es une joueuse très émotive sur le terrain. Penses-tu que c'est un défaut ou au contraire, c'est un avantage pour toi? C'est vraiment les deux. Ça peut aider mon équipe beaucoup pour motiver l'équipe. Ça aide l'équipe pour être plus moins stressée. Puis ça nous rend dans une bonne humeur. Jessie avait littéralement bousculé les joueurs brésiliens en Angleterre qui n'auraient jamais dû prendre pour acquis que ce serait facile de jouer contre une fille. Le Brésil avait perdu ce match 3-2 en faveur du Canada. Voici ce que dit Rudy Doliscat du Centre national au sujet de Jessie. Mais déjà, au départ, c'est une fille qui est quand même assez, qui est assez forte, qui est assez physique, qui joue très bien dos au but, qui a une volonté de faire. Et quels sont les points qu'elle doit travailler? Elle pourrait être un petit peu mieux dans le dribble en 1 contre 1, donc travailler sa technique, sa prise de balle. Être capable de mieux tourner avec le ballon parce qu'elle est dominante sur son pied droit. Elle a tendance à vouloir que jouer avec son pied droit ou tourner que d'un côté. Si elle continue à se développer de la sorte, tu la vois où dans 3-4 ans? Je pense qu'elle va réussir à combler ses petits défauts et éventuellement va se retrouver en sélection nationale U17. Présentement, c'est une fille très dominante, mais quels sont les pièges qu'elle doit essayer d'éviter au cours des prochaines années dans son développement? Elle ne doit pas s'appuyer que sur les qualités qu'elle a aujourd'hui, mais en développer d'autres. Et c'est ce qu'on essaie de faire au centre. C'est nos discussions avec elle de tous les jours. À court terme, c'est quoi les plans pour toi cet été? Avec notre club aussi, juste gagner toutes les games, essayer de faire notre meilleur, puis améliorer mon pied gauche, puis aussi tourner beaucoup. Juste en équipe aussi, améliorer. Merci beaucoup, Jessica. Je te souhaite la meilleure des chances pour cet été. Merci aussi. Jessica De Filippo, une joueuse à surveiller de près pour les prochaines années. Après la pause, des souliers de soccer qui défient toutes les tendances. Cette semaine, on vous propose une alternative aux pâtes alimentaires avec une recette de courges spaghetti. Le segment Nutrition Soccer vous est présenté par les œufs. La recette qu'on vous propose aujourd'hui est faible en gras et faible en glucides. C'est un repas idéal pour les sportifs et moins sportifs qui surveillent un peu plus leur alimentation. Oui, parce qu'en fait, on a substitué les pâtes alimentaires pour les remplacer par la courge spaghetti. Voilà. Alors, on va voir ça. On y va. Notre courge gratinée aux œufs contient environ 400 calories, 35 g de glucides et 24 g de protéines. Nous vous recommandons de consommer ce repas au moins 2 heures avant un match afin d'être au meilleur de vos performances. Vous aurez besoin d'huile d'olive, d'un mélange de légumes Primavera, de la courge spaghetti, du fromage râpé Allegro, de la sauce tomate, des fines herbes italiennes et des œufs. Faites revenir le mélange de légumes Primavera dans un poêlon, ajoutez-y les épices italiennes, la sauce tomate et réduisez le feu à minimum afin de laisser le tout mijoter un peu. On dispose la courge spaghetti dans un moule allant au four. On ajoute notre sauce aux légumes Primavera, le fromage râpé Allegro et on termine avec un œuf sur le dessus. On met le tout au four à 350 pendant 25 à 30 minutes. Bon appétit! Ça a l'air vraiment bon, on dirait une lasagne. En fait, ce qu'on voulait démontrer, c'est que c'est un repas de pâtes sans les pâtes.
si on veut optimiser les performances sportives, l'idéal, c'est d'ajouter un peu de glucides. On peut en retrouver dans le pain ou encore... Salade de fruits, jus de fruits maison. Voilà. Merci, Stéphane. Plaisir. On va aller voir Eve Crépeau qui répond à la question de nutrition de la semaine. Je suis avec Eve Crépeau de la Clinique universitaire de nutrition de l'Université de Montréal. Eve, est-ce que c'est vrai que les huiles, une fois qu'elles sont chauffées pour la cuisson, peuvent devenir nocives? En fait, les huiles ne sont pas toutes égales en termes de cuisson. Il y a certaines huiles qui vont mieux résister à la chaleur que d'autres. Ça dépend beaucoup de leur point de fumée. Le point de fumée, c'est la température à laquelle l'huile va commencer à fumer, justement, et donc à créer des composés toxiques pour la santé. L'huile de canola, l'huile d'arachide vont être beaucoup mieux résistantes à la chaleur que, par exemple, l'huile d'olive extra vierge ou l'huile de pépins de raisin qui, elles, sont préférables pour tout ce qui est salade et compagnie. Merci, Eve. Ça me fait plaisir. On est à la boutique Passion Soccer à Saint-Léonard et aujourd'hui, Gianni, on parle de souliers légendaires. Les équipementiers sportifs sortent à chaque année des nouveaux modèles, mais il y a des modèles qui ont passé outre les nouvelles tendances et le temps. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Tu as des exemples pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais parler de Nike Tiempo, le King de Puma, Copa Mondial d'Adidas et bien le Speciali de Umbro. Et pourquoi ces modèles-là sont encore actuels? Alors, premièrement, pour les compagnies, il y a beaucoup de signification pour la compagnie elle-même. Et deuxièmement, ils font partie de l'histoire de foot. Et il y a beaucoup de joueurs connus qui ont porté les modèles qu'on voit ici, mais qui les portent encore aujourd'hui. Oui, alors si on regarde le Tiempo de Nike, celui-là, c'est la 5e génération de ce modèle-là. Et maintenant, il y a Andrea Pirlo qui joue avec ce soulier-là. Copa Mondial, celui-là, on peut vraiment parler toute la journée longue des joueurs qui ont porté ce soulier-là. Mais si on regarde, il y avait Zinedine Zidane qui a porté ce soulier, Fabien Barthez, c'est deux complètement différents joueurs. Alors, s'ils sont bons pour eux, je pense qu'ils sont bons pour tout le monde. On parle de cuir. Est-ce que c'est le même pour tous les types de modèles qu'on voit ici? Oui. Alors, avec ces 4 modèles, c'est vraiment le cuir en kangourou. L'idée, c'est vraiment d'aller avec ce cuir-là. La qualité du matériel, c'est le meilleur, mais aussi ça donne une bonne résistance. Alors, c'est vraiment très souple, mais aussi résistant. Autrement dit, Gianni, c'est pas plus cher d'avoir un soulier vintage qu'un soulier dernière mode. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet épisode de GSTV vous a plu. À la prochaine. GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola. Ouvre-toi du bonheur et les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. L'équipe de GénérationSoccer.tv est habillée par Diadora.